Et voilà, c'est reparti. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que ça va bien. En ce 31 août 2023, et nous allons partir pour la revue de psychologie positive. Alors, allons-y. Bonjour à tous. Oups là, la caméra est un petit peu mal calée. Voilà, ça sera mieux comme ça. Euh, D'ailleurs, hop, je la décale un petit peu. Voilà. Alors, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On va partir sur un certain nombre d'articles qu'on va regarder ensemble. Je vais vous baisser un petit peu la musique parce que je pense que ça va être un petit peu fort. Voilà. Et on va démarrer tout ça. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai sélectionné pour cette petite revue de psychologie positive de rentrée? De mémoire, on a quatre articles que vous allez voir s'afficher dans quelques instants. Le temps que je ressorte tout ce qu'il faut. Même 5 articles si on a le temps, on va voir. Alors allons-y. Donc on a un premier article qui concerne plutôt l'autorégulation. Un deuxième article qui fait le lien entre les microbiotes et, euh, et la dépression. Alors on sait qu'il y a un lien entre les bactéries qu'on a dans notre estomac, le microbiome et notre humeur, nos émotions. Là on a une autre étude intéressante sur le sujet. Ensuite, on a un truc sur la musique et le sport. C'est assez varié aujourd'hui. On est vraiment sur un panel un peu large. Un article que je vous réafficher après, de Scientific American sur le fait de lire dans le cerveau directement. Et enfin, un autre article, tac, sur les outils, les applications de santé mentale. Voilà. Donc, vous voyez un panel assez large ce matin. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. On va essayer en tout cas. Et puis, on va commencer tranquillement notre petite revue de psychologie positive. Alors, en même temps, j'en profite pour voilà, préparer l'autre article de Scientific American, parce que sur ce navigateur-là, ça va pas marcher sinon. Hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, allons-y. Amusons-nous. Ah oui, il faut que je désactive ça aussi. Hop là. Voilà, comme ça on est bien. Alors, commençons tout de suite avec cet article sur le fait d'éviter les erreurs et est-ce que ça engendre. Bonjour Sam Nissan, bonjour. Euh, donc là, c'est un article qui, donc encore une fois, là, ce matin c'est des articles de vulgarisation, je ne vous mets pas des articles de recherche directement, mais c'est pas mal parce que ça nous permet de voir, de voir certains sujets plus facilement. Donc ici, l'auteur de l'article, il s'appuie sur un papier qui était publié sur l'autocontrôle et les stratégies. Alors, en gros, il y a des croyances autour du fait de pouvoir s'autoréguler, des stratégies, et tout ça, ça a un impact sur le comportement des gens et ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont mettre en place. Et donc, qu'est-ce que c'est déjà que des stratégies d'autocontrôle? En gros, ce qu'ils expliquent ici, c'est que c'est des actions et des pensées que les gens vont mettre en place pour aménager en fait leur environnement quotidien, ce qui permet, pour leur permettre en fait de prendre des décisions plus facilement, des décisions qui vont vers leurs objectifs, qui correspondent à leurs objectifs. Donc en gros, par exemple, admettons je veux perdre du poids, et eh bien je vais prendre la décision de ne pas acheter de paquets de gâteaux au supermarché, et donc je n'en aurai pas chez moi, et donc mon environnement va changer, et j'aurai
plus de facilité à prendre des bonnes décisions puisqu'il y a des options qui vont plus être là. Ou alors je vais cacher le paquet de gâteaux au fond du garage au lieu de le mettre dans la cuisine où il est facile d'accès. En fait, c'est voilà, l'exemple de stratégie d'autocontrôle. Et donc, dans le monde du développement personnel, dans le monde de la productivité, etc., et sur Internet, YouTube et compagnie, on a de plus en plus d'outils, d'articles qui ont été publiés là-dessus. Alors plus ou moins avec des trucs plus ou moins sérieux, mais du genre voilà, ce qu'ils expliquent ici, hein, les détox de la dopamine, le fait de regrouper les tâches, etc., la méthode Pomodoro, hein, que vous connaissez probablement. Tout ça, des stratégies qui ont été diffusées, certaines elles sont pas forcément efficaces, ou alors c'est dans certains contextes seulement, et puis alors qu'elles ont été diffusées comme un truc général qui marche à chaque fois. Et donc tout ça, c'est des stratégies qui ont été qui sont des substituts, enfin en tout cas qu'on peut considérer comme des substituts à la volonté, donc le willpower. Hein. Donc l'idée c'est de dire, si vous n'avez pas de volonté, si vous avez du mal à mettre en place ce que vous voulez faire, mettez en place plutôt ces techniques-là, et vous n'aurez pas besoin de votre volonté. Et donc pour essayer de comprendre ce que les gens avaient comme représentation du self-control et de la volonté, les chercheurs ont fait 5 expériences en décrivant en fait des situations types, et les gens devaient en fait, il y avait des descriptions d'individus et les gens devaient dire si ces individus ils étaient plus susceptibles de s'appuyer sur leur volonté ou sur des stratégies pour résister aux tentations. C'était en gros des stratégies, des hacks qu'on met en place plutôt que de la volonté pure. Et ce que ça a montré, cette étude sur les croyances autour de ça, c'est que les gens pensaient que les personnes qui sont décrites comme des personnes qui ont plus d'autocontrôle étaient plus susceptibles de s'appuyer sur leur volonté, puisqu'elles avaient cet autocontrôle, cette capacité à s'autocontrôler facilement, plutôt que d'utiliser des stratégies, des hacks, des trucs détournés pour essayer de se contraindre indirectement à faire des choses. Donc voilà, ça c'est une première partie de l'étude. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gap entre donc les personnes qui croyaient fortement à l'efficacité des stratégies d'autocontrôle. Quand on leur disait en fait quand ils lisaient un article qui soulignait l'importance des stratégies d'autocontrôle plutôt que de s'appuyer sur la seule volonté, leur perception des stratégies en fait, et leur perception de la différence existant entre des personnes qui mettent en place des stratégies d'un côté et des personnes qui s'appuient seulement sur leur volonté de l'autre, elle était réduite. Et les personnes, au contraire, qui croyaient fortement à l'efficacité des stratégies, avaient aussi plus d'intention de les utiliser elles-mêmes. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on croit fortement au self-control, on pense que la volonté suffit. Quand on pense que les stratégies sont efficaces, on met plus en place de stratégies. Mais les gens, quand ils lisent des descriptions de personnes qui mettent en place des stratégies d'autocontrôle, ils ont tendance à penser que ces personnes-là ont moins de volonté. Mais dès qu'on leur explique qu'en fait, par exemple, une personne qui met en place ces stratégies, justement, fait preuve de volonté, et du coup, ils ont plus envie de le faire eux-mêmes, de mettre en place des stratégies. Et donc de moins s'appuyer sur juste la volonté pure, quoi. En gros, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on veut que les individus mettent en place des stratégies d'autocontrôle, il faut qu'ils y croient, en fait. Il faut qu'ils aient envie de le faire, il faut qu'ils pensent que ça peut être efficace, et il faut qu'ils voient ça comme quelque chose de valorisant et de positif. Donc, en gros, si vous voulez que les gens mettent en place des stratégies d'autocontrôle pour atteindre leurs objectifs, parce que c'est ça quand même le but ultime, il faut expliquer comment ça marche, il faut montrer aussi comment marche la volonté, et que c'est pas parce qu'on met ça en place qu'on a zéro volonté, au contraire, c'est juste que c'est de la volonté un petit peu à distance.
Et donc ça, c'est intéressant. Donc cette recherche, en conclusion, parce qu'après, il y a pas mal de choses qui reviennent à la fin. Cette recherche, donc, qui a été publiée dans le journal de psychologie sociale expérimentale, euh, elle nous dit simplement que si, par exemple, vous avez des objectifs, vous voulez mettre en place de nouvelles habitudes, vous voulez mettre en place des choses pour... je sais pas, encore une fois, les exemples souvent, c'est pour être plus productif, pour perdre du poids, pour mettre en place une pratique sportive, etc. Il faut déjà un peu essayer de comprendre comment fonctionnent des stratégies d'autocontrôle pour les mettre en place, parce que si vous mettez juste en place des trucs comme ça va pas forcément être très efficace. Donc c'est bien de comprendre un peu comment ça marche, et c'est ça qui va permettre d'être plus proactif là-dessus et de mettre en place ces stratégies. Bien, ça c'était un premier article que j'ai ouvert 2 fois. Ensuite, deuxième article, on change complètement de domaine, on va sur le microbiote, la flore intestinale. Et donc il y a une nouvelle étude qui a été publiée dans le journal, je ne sais plus JAMA, si c'est le journal américain, je ne sais plus l'acronyme JAMA à quoi ça correspond, mais c'est le journal de psychiatrie donc américain, qui a été publié là, en avril. Et donc dans cet article-là, un lien, encore une fois, a été démontré entre le microbiome et alors cette fois la dépression. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette étude ? Les chercheurs, ils ont comparé 6811 individus avec une dépression majeure et 4370 individus qui avaient une dépression récurrente. En fait, oui, c'est ça. Et en fait, ils ont comparé à des gens qui n'étaient pas en dépression, etc. Et ils ont regardé un petit peu leur microbiome, en fait. Hein. Et les perturbations, en fait, du métabolisme et les perturbations aussi donc du métabolisme, donc digestif, etc., liées, pour les personnes qui avaient des dépressions et pour les personnes qui n'en avaient pas. Donc il y a évidemment d'autres études qui ont travaillé là-dessus. On a en fait ce qu'on appelle maintenant alors en anglais c'est gut-brain axis, c'est-à-dire la connexion cerveau-système digestif. Et on aurait justement un certain nombre d'effets émotionnels, d'effets sur aussi le système nerveux, qui seraient modifier, un certain nombre de symptômes, un certain nombre de comportements, un certain nombre d'états émotionnels qui seraient en partie au moins influencés par notre microbiote, donc en gros la santé de nos intestins, d'un point de vue de la flore intestinale, de ce qui s'y passe et s'il est suffisamment varié, etc. Donc il y a d'autres études, hein, ça fait un certain nombre d'années maintenant qu'on a ces informations-là. À partir des années 2000, on a commencé à avoir des recherches sur le sujet. Là, c'est spécifiquement lié à la dépression. Et donc, d'autres études aussi ont travaillé alors un peu plus indirectement, sur les habitudes alimentaires et la dépression. Donc là, on n'est pas encore sur le microbiote. Et donc, les autres études qui étaient vraiment sur le côté lien entre alimentation et dépression et la manière dont la dépression influence l'alimentation et inversement. Donc, ces études-là, elles ont montré que quand on mangeait pas mal de nourriture, frites, etc., de la viande processed meat, comment est-ce que je peux traduire ça ? De la viande en fait préparée, hein, tout simplement, transformée, tout ce qui allait être farine, donc pain, etc., tout ce truc à base de pain, mais avec du grain très clair, très transformé aussi. Des produits laitiers très gras et tout ce qui va être en cas snack, encore une fois un peu nourriture industrielle, tout ça, ça avait un lien avec, ça augmentait le risque de dépression. C'est-à-dire qu'en gros, si vous mangez très mal, parce qu'en gros c'est ça, hein, si je simplifie, en mangeant beaucoup de snacks, beaucoup de nourriture déjà industrielle, très préparée, etc.,
eh bien, il y a beaucoup plus de risques de dépression. Donc là, on ne parle même pas encore du microbiome, enfin en tout cas pas directement, on parle d'habitude alimentaire. Mais, attention, il n'y a pas de lien de cause à effet. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que vous mangez comme ça que vous allez devenir dépressif. Mais tout ça, dans ces études, les conclusions, c'est quand même que on pourrait avoir des traitements en partie antidépresseurs, et pas forcément. L'idée, c'est pas de s'appuyer que là-dessus, mais une partie des traitements pourrait être justement d'améliorer la flore intestinale en intégrant des probiotiques, des prébiotiques, des changements d'alimentation, etc. Et donc en gros l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est que on a en tout cas un lien entre ces deux systèmes, c'est-à-dire entre le système nerveux, le cerveau, et donc après la dépression, il y a tout un ensemble de modifications au niveau cérébral, de sécrétion de neurotransmetteurs et tout ça. Donc on aurait un lien entre le cerveau et le système digestif, ce que vous voyez là sur le schéma, si je zoome un petit peu. Et ils sont capables de dire voilà le type justement de microbiote qui va avoir plutôt des effets négatifs et ceux qui vont avoir des effets plutôt positifs. Et tout ça, en fait, c'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est qu'il y a un lien, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous mangez mal, vous êtes plus sensible, si votre microbiome est impacté au fur et à mesure, vous êtes plus sensible d'avoir des émotions négatives, d'avoir des symptômes dépressifs, des petits coups de mou, sans parler de dépression clinique. Voilà, vous avez plus potentiellement tendance à ça. Ce qui fait que, en général, ça a un impact sur les comportements alimentaires, où on ne mange pas forcément mieux quand on ne se sent pas bien, on a plutôt envie d'aller vers des nourritures de réconfort, qui peuvent souvent être des trucs qui ne sont pas très équilibrés d'un point de vue vitamines, minéraux, microbiotes, donc qui ne vont pas en fait nourrir les bonnes bactéries dans l'estomac, qui vont plutôt nourrir celles qui ne sont pas très intéressantes. Et donc les colonies vont se développer au détriment de celles qui sont plus intéressantes. Et donc ça modifie la flore intestinale, qui va avoir un impact sur le système nerveux, qui va faire qu'on va continuer à manger ce type de nourriture, etc., etc. Donc on a une espèce de lien donc avec l'inflammation, ça crée des inflammations et des symptômes dépressifs, et donc on peut avoir un lien comme ça de cercle vicieux. Alors évidemment, il ne s'agit pas de manger une fois mal et ça y est, c'est parti. En général, la dépression, c'est pas non plus que lié à une mauvaise alimentation. Il y a aussi des événements de vie, il y a aussi des choses qui font que, pas toujours, mais ça peut. Donc c'est un système, c'est pas aussi simple que ça. Il ne faut pas penser que c'est du cause à effet. Mais en tout cas, ça joue un rôle important. Dans le développement et le maintien des symptômes dépressifs. Et autre chose qui fait que les auteurs se disent que c'est intéressant, ce lien, c'est que quand on prend des antidépresseurs, enfin en tout cas un certain type d'antidépresseurs, ils vont en fait changer le microbiome. C'est-à-dire que ça va aussi avoir un impact sur la flore intestinale, positif normalement. Et donc ça pourrait aussi en partie expliquer les effets des antidépresseurs, en plus de leur effet sur la sécrétion ou le blocage de certains neurotransmetteurs. Mais comme ils passent par le système digestif, ils ont aussi un impact sur la flore intestinale, et en fait cet impact, ils ont pu observer que c'était un impact qui était plutôt positif par rapport à la flore intestinale qui est intéressante, si vous voulez, pour la santé, la bonne santé en général. Donc ce lien, il existe, ce lien, on a tendance même maintenant à avoir des liens un peu plus précis, on sait quel type de... Enfin en tout cas on a des faisceaux d'indices de plus en plus pour dire un peu quel type de flore intestinale est plus intéressante en général et aussi par rapport à des symptômes dépressifs par exemple ou à des troubles émotionnels, si j'élargis un petit peu. Et donc plutôt que de s'appuyer uniquement sur des antidépresseurs, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des traitements qui peuvent parfois avoir des conséquences un peu lourdes, si on peut bien sûr s'en passer, parce qu'après c'est toujours pareil, c'est une histoire d'arbitrage aussi par rapport aux risques, etc. On peut rééquilibrer peut-être avec des probiotiques, des prébiotiques, avec une alimentation plus équilibrée. En gros, ce qu'ils expliquent ici, c'est que sans forcément avoir avoir une prescription très précise de ce qu'il faut manger, pas manger de prébiotiques et de probiotiques, typiquement ce qu'on appelle le régime méditerranéen,
c'est quelque chose qui permet d'avoir un microbiote assez équilibré. Donc en gros, si vous mangez des céréales, des choses avec des céréales, il faut que ce soit plutôt des céréales complètes, des fruits, des légumes, tout ce qui va être légumineuse aussi, haricots, etc., des oméga 3, donc du poisson éventuellement, ou en tout cas des légumineuses ou des légumes qui ont des oméga 3. Et en fait, ça permet de diversifier la flore intestinale, de réduire l'inflammation aussi, puisque après, la flore intestinale, ça a un impact sur l'inflammation, donc l'irritation nerveuse, et, euh, et donc ça a des conséquences sur le système sanguin, sur après tout ce qui va être irritabilité, sur la récupération musculaire, etc. Donc c'est hyper important. Euh, et les chercheurs ont aussi suggéré carrément des aliments euh, qui étaient intéressants. Euh, du coup, des aliments un petit peu antidépresseurs. Alors encore une fois, il faut varier, etc. Il ne faut pas aller trop. C'est pas des trucs magiques, hein, euh, mais qui contenaient des éléments intéressants en termes de nutriments. Euh, donc là, c'est tous les nutriments qu'ils listent, hein, je ne fais pas la liste, mais en gros, des oméga 3, potassium, vitamine A, etc. Bon, bref. Et les aliments qui étaient les plus intéressants, c'était pas mal de fruits de mer. En gros, hein, les fruits de mer, les moules, les huîtres et les viandes enfin les viandes biologiques, voilà, donc nourries biologiquement, etc. Et au niveau tout ce qui était végétaux, c'était donc les, les légumes, enfin tout ce qui était à feuilles, donc les salades, euh, tout ce qui est brocoli, chou-fleur, etc. Tout ce qui est poivron, épinards, tout ça, c'est des aliments intéressants pour équilibrer la flore intestinale. Mais de toute façon, les conseils assez simples, c'est de moins manger de produits transformés le plus possible, d'avoir suffisamment de fruits et de légumes, et si on peut, si on veut manger de la viande et si on peut manger de la viande de bonne qualité, et bien à ce moment-là on mange de la viande plutôt de bonne qualité plutôt que de la viande industrielle qui va être pas très intéressante. Il y a des protéines dedans, mais à part ça, en termes de flore intestinale, ça va pas être très intéressant. Donc voilà, donc on peut faire ces changements au niveau de l'alimentation. Et on peut aussi prendre des probiotiques, puisque donc il y a des études aussi qui ont été faites en double aveugle qui ont montré l'intérêt des probiotiques, de certains probiotiques, pour traiter la dépression. Donc par exemple, là vous avez le Lactobacillus helveticus, Lactobacillus rhamnosus et le Bifidobacterium longum et Bifidobacterium breve CCFM 1025. Voilà, donc vous avez un ensemble de probiotiques qui sont intéressants et qui ont un effet. Donc en fait, c'est pour remettre ça dans votre flore intestinale. Et ceux-là ont un effet intéressant justement sur la dépression. Donc là aussi, on peut, en plus d'une alimentation équilibrée, se faire une petite session en gros, de probiotiques pour se remettre, on va dire, en selle, pour remettre une bonne base et puis rééquilibrer sa flore intestinale. Voilà. Donc en gros, cette recherche-là, elle a un peu poussé le curseur par rapport au lien avec la dépression. Donc là, c'est intéressant. Mais d'une manière générale, on a un effet, on a un lien en fait entre le cerveau et, euh, et la flore intestinale. Et donc c'est important. De toute façon, les trois trucs importants pour on va dire, de santé générale pour l'équilibre psychologique, c'est pas compliqué, hein, c'est toujours pareil, c'est l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Si vous arrivez sur ces trois éléments-là à avoir à peu près un équilibre, déjà vous partez avec un avantage. Ça ne protège pas de tout, mais voilà. Bah voilà, les probiotiques, effectivement, Samnissan, ça peut être intéressant. Là tu as il y a des choses qui sont suggérées. Alors, je ne suis pas un spécialiste des probiotiques. En tout cas, dans l'étude, ils ont trouvé qu'avec ces quatre-là, c'est intéressant sur la dépression spécifiquement. Et après, les probiotiques, il y a des effets plus généraux. Donc, en général, quand on prend des probiotiques bien équilibrés, bien construits, en termes de composition, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc, donc, voilà pour ce deuxième article. Hop, un peu plus
calme. Si j'arrive à... Voilà. Et puis on va passer au troisième article. Tac. Alors. C'est parti. Troisième article. Tiens, on va rester dans la santé. Alors celui-là, il va être assez simple. On va le voir assez rapidement. Donc c'est sur la musique et l'activité physique. Alors, si je retrouve l'étude... Voilà, tac. Donc on a une étude qui a été publiée, alors je ne sais plus quand, c'est cette année, mais voilà. Alors en mai, sur l'influence de la musique sur les séances de sport autogérées, en gros quand on va à la salle, hein, si on fait ça simplement, et en fait l'effet sur la motivation et la satisfaction pendant la séance d'activité physique. Donc cette étude-là, elle a été publiée cette année, et l'idée c'était de voir en fait si quand on choisissait sa musique, quel impact ça avait exactement. Hop, je remonte un petit peu la musique. Donc voir un peu quel impact ça avait spécifiquement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contrôlé, ils ont fait deux groupes. Ils ont regardé les qualités motivationnelles d'une musique qu'on choisissait soi-même versus la musique de la salle, donc Facility Selected Music, hein, la musique qui passait donc dans la salle de sport. Pour voir quel impact ça avait sur les émotions des utilisateurs pendant la session d'exercice et comment les personnes évaluaient leur séance, satisfaction par rapport à leur séance, juste après l'exercice, en fonction de la musique qui passait. Ah ben merci Sami-san, si ça aide, je suis hyper content. C'est le but. D'ailleurs le contenu reprend la semaine prochaine. Je recommence les publications, articles, vidéos, etc. Mais super si ma vidéo a pu t'aider, en tout cas a pu t'apporter 2-3 trucs, c'est cool. Merci pour le message. Donc je reprends sur l'étude. On a ces deux groupes de personnes, 183 personnes qui participent à l'étude, qui font donc leur séance d'exercice dans une salle de sport, la même salle de sport, et qui soit écoutent leur musique qu'ils ont choisie, soit écoutent la musique qui passe dans la salle. Et donc ils ont regardé 3 choses: la motivation, les émotions, la satisfaction. En fait, la motivation, quand on écoute de la musique qu'on choisit soi-même pendant la séance d'exercice, on a plus de motivation. Après, il y a des choses qu'on avait déjà un petit peu sur le sujet. Là, l'intérêt de l'étude, c'est qu'ils font vraiment une comparaison en situation réelle, en fait, dans une vraie salle, et qu'ils font ça bien et qu'ils ont tout mesuré bien comme il faut, quoi. Deuxième effet, les émotions. Quand on choisit sa musique, ça a un effet positif sur son état émotionnel pendant la séance. Donc ça, c'est bien. Ça permet de s'adapter, etc. Et troisièmement, la satisfaction. Eh bien, quand on choisissait la musique et qu'on appréciait la musique qu'on se met dans les oreilles, et en gros, pardon, quand on apprécie la musique qu'on a dans les oreilles pendant la séance, que ce soit la sienne ou celle qui passe à la salle, mais bon, celle qui passe à la salle, c'est pas notre choix, donc ça peut être plus compliqué, ça augmentait la satisfaction après la séance de sport. Donc en gros, si vous voulez booster votre motivation pendant la séance de sport, il faut choisir sa musique, il faut avoir cette autonomie de choisir sa musique, mais la plupart des gens le font, hein, de toute façon maintenant, parce que non seulement on a envie d'être dans sa bulle, on n'a pas forcément envie de se faire emmerder quand on fait sa séance de sport, et d'autant plus quand on est une fille ou une femme à la salle de sport, ça peut vite être compliqué, mais les mecs aussi, hein, c'est toujours des gens qui viennent vous donner des conseils non sollicités, et ça peut être un peu pénible parfois c'est sympa, parfois ça peut être pénible, et donc en plus le fait de choisir sa musique, ça a ces effets vraiment positifs sur la motivation, etc. Alors après il y a un deuxième truc, c'est le rythme de la musique, donc les BPM, hein, les beats par minute.
là aussi, on a dans l'étude, ils ont pu mesurer ça. Est-ce que un certain type de musique avait plus d'effet que d'autres? C'est-à-dire, ok, on choisit sa musique, mais est-ce que quand on choisit tel type de musique, c'est mieux que quand on choisit tel type de musique? Et donc là, une autre étude norvégienne, ils ont regardé ça euh, en comparant de la musique rapide et de la musique plus lente que les gens écoutaient avant de faire 30 secondes de, de rameur en fait à fond. Euh, et quand la musique est en lien avec le rythme de l'activité, en gros, là, quand ils écoutaient de la dance music, de l'EDM, avec un tempo rapide, juste avant, ils avaient une meilleure performance en fait. Mais, ce qui est intéressant, euh, ceux qui n'écoutaient pas du tout de musique, donc il y a ceux qui écoutent de la musique lente, de la musique rapide versus pas de musique, euh, eh bien, ils se sentaient moins fatigués, en fait. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors, attendez, je regarde si je ne dis pas de bêtises, parce que... Ah non, pardon, oui, c'est ça. Le fait d'écouter de la musique, au contraire, pardon, justement, je me disais, c'est pas de ce dont je me souvenais quand quand j'avais regardé l'article. Oui, en fait, le fait d'écouter de la musique, quelle qu'elle soit, a un effet positif par rapport au fait de ne pas écouter de musique. Que votre musique soit lente ou rapide avant l'exercice, il y a un effet positif sur la fatigue perçue pendant l'exercice. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être moins fatigué, on a l'impression de pouvoir durer plus longtemps et on dure quand on a écouté de la musique juste avant. Donc peu importe le type de musique, ça a un effet positif sur la préparation en fait à l'effort euh, par rapport au fait de ne rien écouter. Et ceux qui écoutent de la musique juste avant, peu importe que ce soit rapide ou lent, c'est ceux qui font aussi plus d'efforts pendant la séance. Donc là, c'est du rameur à fond. Donc là aussi, bon, ça, on le savait, que écouter de la musique, ça pouvait être intéressant. Là, on voit que voilà, écouter de la musique qu'on a choisie, ça a des effets motivationnels. Écouter de la musique tout court, ça a un effet carrément sur la performance. Donc c'est assez intéressant de se faire une petite playlist ou des petites playlists sympas qui correspondent aussi à notre état émotionnel, à ce qu'on a envie d'écouter à ce moment-là, ou qui nous boostent et qui font qu'on va se donner à fond dans notre séance de sport. Et donc ça c'est quand même intéressant parce que c'est pas très compliqué à mettre en place pour des effets quand même intéressants. Passons au quatrième exercice. Aujourd'hui c'est vrai que je mets pas les titres dans le chat. Donc on passe à un quatrième article, je dis exercice peut-être, mais article, quatrième article sur, encore une fois, alors je l'ai fait dans des séances de revue de psychologie positive précédentes, euh, où j'avais parlé d'articles qui ont été publiés récemment sur le fait de reconstituer, par exemple, alors la dernière fois c'était ça, reconstituer des chansons à partir de ce que le, comment dire, en fait, des chercheurs qui ont pu reconstruire les chansons que des gens écoutaient juste en regardant, en enregistrant l'activité cérébrale. C'est-à-dire, en gros, on enregistre l'activité cérébrale, il y a une IA derrière qui va mouliner et qui va reconstruire une piste audio qui va correspondre, qui est de plus en plus proche de ce que les gens entendent vraiment. On a eu la même chose plus tôt dans l'année avec des images. Les gens voient des images, ils sont dans un appareil IRM, ils voient des images, on enregistre leur activité cérébrale, on passe ça par une IA, et l'IA va reconstruire des images. En fait, elle va essayer de deviner les images qui ont été vues par les gens, et c'est devenu assez proche, maintenant, de plus en plus, en fait, on peut reconnaître les images, etc. C'est pas parfait encore, mais c'est de plus en plus proche. Dans le même état d'esprit, euh, on a ici, alors de manière beaucoup plus invasive, puisque c'est des dispositifs qui sont implantés en fait directement dans le crâne, sur le cerveau des personnes en question. Mais on a des dispositifs là qui ont été testés qui permettent, entre guillemets, de, euh, de lire les pensées. Là, ça c'est le titre putaclic. Et en réalité, c'est que les personnes pensent
à parler comme si elles voulaient parler, et ça retranscrit assez rapidement, avec assez peu d'erreurs, ce qu'elles ont pensé de manière orale. Ah oui, alors du coup, je vais le faire en parallèle. Tac. Hop. Bon, du coup, j'ai pas les trucs surlignés, mais c'est pas grave. Je m'en souviens suffisamment pour vous le faire. Donc, en gros, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a donc c'était publié dans Nature, la revue scientifique. On a deux équipes de chercheurs différents qui ont travaillé sur justement ces dispositifs-là. Donc, c'est ce qu'on appelle des BCI en anglais, des Brain Computer Interfaces, donc des interfaces cerveau-ordinateur, qui donc vont regarder les signaux électriques directement dans le cerveau, alors c'est plutôt ici, et qui vont ensuite comprendre ça, dire ok, ça correspond à tel mot, et le remettre dans un synthétiseur vocal, enfin une voix synthétique qui va exprimer ça. Donc ils peuvent décoder de 62 à 78 mots par minute, et une conversation naturelle, c'est autour de 160 mots par minute. Mais ce qui est intéressant dans les technologies qui ont été testées là, c'est que les deux technologies, elles sont beaucoup plus rapides avec beaucoup moins d'erreurs que ce qui existait avant. C'est-à-dire qu'on commence à se rapprocher d'un truc qui pourrait être quasiment, en gros, entre guillemets, une prothèse vocale, c'est-à-dire que on met des électrodes sur les zones du cerveau qui vont bien, qui sont pertinentes, et on a, en pensant, c'est comme quand vous... Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas ça, mais quand vous pensez dans votre tête, enfin quand vous avez votre voix intérieure, vous pensez avec des mots, etc., ou vous imaginez des phrases sans forcément les exprimer, sans parler, et bien en faisant ça, ces personnes-là pourraient parler alors qu'elles ne le peuvent plus en fait physiquement, en fait, sont en la capacité physique de parler. Et là, on se rapproche on est quasiment à la moitié d'un rythme de conversation normal. Donc c'est intéressant. Alors, que je vais vous donner un peu les précisions. Donc il y a une première étude, c'est Willett et collègues qui ont travaillé sur un dispositif. Donc ils ont travaillé avec une personne qui était donc, de 67 ans qui avait une maladie liée aux neurones moteurs, qui fait qu'elle pouvait plus en fait parler. En fait, c'est que c'est un peu comme Parkinson, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation progressive du contrôle musculaire, ce qui fait qu'on a du mal à parler et à se déplacer. Bon. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont opéré cette personne. Ils ont mis des électrodes en silicone dans des parties de son cerveau qui sont les parties du cerveau qui sont concernées par la parole, à quelques millimètres sous la surface. Et ensuite, toujours pareil, hein, c'est les intelligences artificielles qui permettent de faire ça. En fait, ils entraînent une intelligence artificielle qui arrive à reconnaître les patterns, enfin les schémas en fait, d'activation, et qui finit par faire des associations entre schémas d'activation, mots que la personne veut exprimer, etc. Et qui après va pouvoir retranscrire ça, et puis après vous avez la voix synthétique, etc. Enfin, le truc assez classique, hein, finalement. À partir du moment où l'IA arrive à générer des phrases écrites, après il suffit d'avoir un synthé vocal derrière pour le dire. Donc ça, c'est pas compliqué. Et donc là, l'IA, elle décode pas juste des mots, elle décode des phonèmes, c'est-à-dire qu'elle décode des parties de mots, en fait. Hein. Les phonèmes, c'est comme des syllabes, si vous voulez. C'est plus petit que des syllabes, mais voilà. Et après, ça permet de recomposer des mots. Et donc, ce qu'ils ont mis en place, eux, avec l'IA et ces électrodes-là, ça va 2,7 fois plus vite que ce qu'il y avait avant. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un énorme progrès. Et on a un taux d'erreur de 9%. Quand on a 50 mots de vocabulaire, et ça allait jusqu'à 23% d'erreur avec 125 000 mots de vocabulaire. Voilà, donc 3 mots sur 4 étaient corrects. Donc il y a encore évidemment des marges de progression. Ça, c'est une première technologie. Une deuxième technologie qui a été testée euh, avec une autre personne donc de 47 ans cette fois. Là, c'est 253 électrodes, donc c'est un peu plus
un peu plus ancien comme techno, je crois. C'est celle-là qui est un peu plus ancienne, voilà. Donc là aussi, on a mis en place une intelligence artificielle pour regarder ça. Et ils ont réussi à avoir à peu près 1000 mots de vocabulaire, 78 mots par minute, avec un taux d'erreur, là encore, de 25%. Donc on est quand même sur des taux d'erreur assez élevés. À partir du moment où en fait, on rajoute plein de mots de vocabulaire, l'IA, elle est moins précise, elle a plus de mal, en fait. Euh, donc eux, ils sont moins précis que la technologie dont on parlait en début d'article, mais ils arrivent à capter, parce qu'ils captent en fait moins de précision en termes d'activité neuronale, il y a moins d'électrodes en fait si vous voulez, donc ils captent un petit peu moins bien précisément l'activité cérébrale, donc c'est plus compliqué, parce que c'est une technologie plus ancienne, mais ce qui est intéressant, c'est que cette technologie plus ancienne, ils ont réussi à l'améliorer vachement, avec un taux d'erreur qui était plus bas, enfin qu'ils ont réussi à faire baisser, plus de vocabulaire, etc. Et surtout, ils ont créé des algorithmes d'IA qui sont intéressants en fait. Enfin, des algorithmes de lecture de l'activité cérébrale et des IA qu'ils ont entraînés qui sont intéressantes et qui sont des bases sur lesquelles ils vont pouvoir travailler pour améliorer les choses au fur et à mesure. Et ensuite, ils ont associé ça aussi avec. Ils ont entraîné une IA pour utiliser la voix de la personne avant qu'elle ne puisse plus parler, donc sur des vidéos anciennes. Et ils ont refait une voix de synthèse à partir de sa voix réelle qui avait été enregistrée. Et ça a été très fort pour la personne, puisqu'elle s'est entendue parler un petit peu comme. Alors, pas tout à fait comme elle parlait avant, parce que c'est une voix synthétique et qu'il y a un petit peu d'erreur, et que le débit n'est pas aussi rapide. Mais c'était quelque chose qui était émotionnellement aussi fort. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant tout ça? Et pourquoi je vous en parle? Et c'est encore une fois, dans les IA, on parle de plein de choses qui sont parfois un petit peu excessives, parfois aussi on voit pas trop les applications. Là, typiquement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'activité cérébrale, c'est assez complexe. Chacun, en plus, a les zones sont à peu près toujours au même endroit, si vous voulez, les zones motrices, etc., perception. Mais chacun a un cerveau unique, puisque on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas appris les mêmes choses. Voilà, tout ça, c'est dynamique et tout. Donc, chaque cerveau, il faut réentraîner. Quand on veut repérer des choses, en fait, c'est une étude quasi individuelle à chaque fois. C'est des modèles, en fait, si on veut modéliser votre cerveau pour savoir où sont les choses, on a des bases, on a en gros une grille à peu près, on va retrouver à peu près telle chose dans telle zone, mais il n'y a pas, enfin voilà, faut faire la carte de chaque cerveau. Et là, ce qui est intéressant avec les IA, c'est qu'on commence à avoir des choses où on peut entraîner des IA qui vont reconstituer, qui vont être entraînées, qui vont commencer à comprendre ce que vous voyez juste en regardant le cerveau, ce que vous entendez juste en regardant le cerveau, ce que vous voulez dire juste en regardant le cerveau. Alors ça prend du temps. Là, pour la parole, en plus, c'est invasif parce que ça veut dire que on ouvre le crâne, on met un truc avec des électrodes directement sur le cerveau, on referme et on connecte ça à un ordinateur. Donc évidemment, là, pour l'instant, ça c'est deux expériences, c'est deux personnes. Hein. Donc il faut aussi revoir avec plus d'individus, mais là c'est pour des questions évidemment éthiques. On propose ça aux personnes qui sont dans des situations dans lesquelles elles peuvent bénéficier de ce truc-là, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, et si elles le souhaitent bien sûr. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on commence à avoir des IA, des modèles qui arrivent à reconstruire des trucs à partir de l'activité cérébrale. Alors le fantasme, c'est pas de se dire on va réussir à lire dans le cerveau, mais ça veut dire que là, on commence, plus on arrivera à avoir des IA qui arrivent à lire des choses ou à reconstruire euh, comme nos lobes, par exemple les lobes occipitaux qui font la vision, si on a des IA qui, en regardant notre cerveau, arrivent à reconstruire l'image qu'on voit, ça veut dire qu'on arrive à mieux comprendre aussi comment se construisent les images dans le cerveau, encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui, euh, et qu'on va pouvoir avoir des IA soit qui vont permettre de partager des choses entre individus d'une manière un peu différente, soit qui vont aussi pouvoir aider des personnes en situation de handicap, par exemple, à entendre ou à s'exprimer alors qu'elles ne le pouvaient plus. Et là-dessus, moi je trouve que c'est des super perspectives. Alors évidemment, il faut miniaturiser la technologie, il y a plein de problématiques, on n'est qu'au début, mais vu le progrès en fait des algorithmes, euh, on risque d'avoir des progrès importants dans ces domaines-là, en sachant que c'est pas forcément des domaines où non plus on a énormément de financement. Euh, c'est pas des domaines où on a énormément
de personnes aussi sur lesquelles on peut tester des choses, à partir du moment où c'est invasif en tout cas. Par exemple avec l'audio, l'article qu'on a vu la dernière fois, où on reconstruisait donc la chanson des Pink Floyd là, en regardant l'activité du cerveau. C'était pendant des opérations pour des épileptiques où on enlève la partie du cerveau en fait qui est à l'origine, chez certains épileptiques vraiment bien identifiés à l'origine des crises. En fait, quand c'est vraiment quelque chose qui met en danger la vie de la personne et que la zone est très circonscrite, on va en fait faire une opération pour enlever cette zone du cerveau là. Euh, mais c'est des opérations qui se font donc crâne ouvert, etc. Les personnes sont conscientes et c'est à l'occasion aussi, en fait on teste, on regarde les zones à côté pour voir si on n'enlève pas quelque chose de critique dans l'activité du cerveau, donc on interroge la personne en même temps, voilà, on pose un certain nombre de questions. C'est un peu particulier hein, comme truc. Et on fait aussi en même temps, c'est là aussi où on fait un peu des tests pour voir par rapport à des zones du cerveau comment ça se passe, avec des personnes qui sont consentantes bien sûr. Donc, donc on n'a pas des milliers de personnes sur lesquelles on va tester ça. Donc c'est aussi ce qui explique la progression plus lente dans ces cas-là, pour des raisons éthiques évidentes de ces trucs. Mais avec les IA, on arrive vraiment moi je trouve, à avancer pas mal là-dessus, donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Est-ce que j'ai le temps de vous faire ça rapidement, le dernier article? Je m'en parle rapidement. En fait, c'est des chercheurs qui ont testé par rapport aux applications de bien-être euh, pour traiter par exemple les troubles du sommeil ou l'anxiété. Ils ont voulu regarder ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Euh, alors, c'est pour ça que je vais aller assez vite, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose de très compliqué à en dire. Euh, En fait, il y a des problématiques par rapport à ces applications comme évidemment la récolte de données personnelles, le fait euh, que ça donne des recommandations personnalisées basées sur des algorithmes, mais qui parfois sont des trucs très limités, c'est-à-dire comme Netflix, en fait, qu'est-ce que vous avez fait avant, bah, on va vous proposer des activités similaires à juste vous avez passé tant de temps sur telle activité, vous avez regardé telle activité dans l'application de bien-être, eh bien on va vous proposer plus d'activités du même type. Vous voyez, donc c'est pas des trucs très compliqués, donc en termes de personnalisation d'accompagnement, c'est pas forcément toujours très intéressant. Euh, et parfois, ça suit juste un pattern de règles, c'est-à-dire qu'il y a un programme et puis c'est proposé comme ça, et vous n'avez pas de trucs très personnalisés. Autre problème avec certaines applications de bien-être, c'est que on vous dit oui, ça améliore ceci, cela, et vous n'avez pas forcément de preuves scientifiques du truc, parce que souvent ils se basent sur des témoignages d'utilisateurs. Euh, alors quand il y a des études, des fois c'est des toutes petites cohortes, tout petits groupes, donc c'est pas forcément très intéressant. Des fois il y a des problèmes de conflit d'intérêts. Des gens qui ont créé l'application, qui ont créé l'outil, qui sont dans l'étude de recherche, enfin qui sont des chercheurs qui publient en fait l'article. Euh, et pas forcément de comparaison avec un accompagnement en réel, c'est-à-dire avec un professionnel de santé versus application. Est-ce qu'on a un vrai effet différenciant entre les deux ou est-ce que ça atteint la même qualité ou pas? Euh, et en plus, souvent, ils prennent pas en compte les trucs de base en fait dans les recherches, c'est-à-dire est-ce que on compare des groupes d'âge similaires, est-ce que ça varie en fonction du sexe, de l'âge, du statut socio-économique, de plein de facteurs de base qu'on prend à chaque fois dans les études quand on veut des grands groupes pour être sûr que c'est pas un effet, par exemple, je dis n'importe quoi, ça va marcher chez les cadres sup, mais ça marche pas chez les employés ou chez les ouvriers. Ça marche fort chez les femmes, un peu plus, mais chez les hommes pas du tout. Vous voyez, donc en fait, il faut toujours comparer les choses. Et donc si ça marche par exemple très bien chez les femmes et pas chez les hommes, si je simplifie, et que dans votre groupe test application, vous avez des femmes, parce que c'est des femmes qui utilisent l'application, et dans votre groupe contrôle, c'est des hommes qui n'utilisent pas l'application, bah, ça va pas marcher quoi. Il faut comparer ce qui est comparable. Euh, donc voilà, il faut pour bien choisir une application de santé mentale, euh, ce qui est important, c'est alors consulter votre médecin. Ça, je ne sais pas si c'est toujours pertinent, surtout que le médecin généraliste peut forcément
toujours très performant sur ces questions-là. Certains sont très bien, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de vérifier que ça ne vient pas de n'importe où, de ne pas se baser que sur ce truc-là si vous n'allez pas bien, de vous dire bah, c'est cette application-là qui va évidemment m'aider et résoudre tous les problèmes. C'est un peu plus compliqué que ça en général. Après, ça n'empêche pas de tester des choses. Regardez aussi si vous avez autre chose que des témoignages qui vous disent que l'application est bien. Et surtout, si ça ne fonctionne pas ou si ça a des effets négatifs, il faut arrêter tout de suite, quoi. Donc voilà, ça c'était plus un article qui a été publié par des chercheurs. Hein. D'ailleurs, l'article il a été publié à la base dans The Conversation. Alors, j'ai plus voilà, le lien, il est là. Qui a été publié dans The Conversation par des chercheurs. Hein. Des chercheurs australiens sur les applications de santé mentale et qui vous disent voilà, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les points de vigilance. Donc en gros, c'est pas très compliqué, c'est des bonnes pratiques, c'est faites attention à qui publie l'application, faites attention aux promesses des fois qui sont un peu excessives, est-ce que ça a été testé scientifiquement. Après, on peut entre guillemets s'amuser à tester des applications comme ça, faut juste pas en attendre des miracles, et puis il faut prendre surtout ce qui marche pour vous et ce qui fonctionne pour vous. Si ça fonctionne pour vous, c'est très bien. Par exemple, les applications de méditation, il y en a un certain nombre qui fonctionnent bien, qui permettent aux gens d'apprendre entre guillemets la méditation, de rentrer dedans, donc c'est intéressant. Donc voilà. Voilà un petit peu les articles dont je voulais vous parler ce matin, les articles qui ont été que j'avais repérés pour cette semaine. Et puis voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais filer au boulot tout de suite. Et puis, la semaine prochaine, revue de psychologie positive toujours. Ça, il n'y a pas de souci. Et entre-temps, je vais faire, je pense, alors soit demain soir, soit dans le week-end, une petite session info quest, comme les deux précédentes, qui sont disponibles sur la chaîne de replay. Donc là, un autre sujet. Et puis voilà, au moins ça. Et reprise des publications de se réaliser à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, vidéo, podcast, article. On commence par un article. Ensuite, podcast, vidéo. Et puis on va reprendre comme ça tous les mois. Au moins 3 publications sur le blog. Plus les lives évidemment sur Twitch. Merci à ceux qui sont passés sur la live. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et ceux qui vont en replay aussi. Bonne journée à tous. Et puis à très vite pour... de nouvelles aventures, hein, tout simplement. Salut Possi Pikachu, bonne matinée, à bientôt. Ciao.